Merci de rester avec nous. C'est New World Forum. Nous parlons maintenant de Covid-19, la pandémie qui effraie le monde, avec le professeur Yao Kassankognon. Il est professeur agrégé de santé publique, ancien enseignant chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, à la retraite, ancien fonctionnaire aussi de l'OMS. Et le professeur Mounero Salo, professeur de bactériologie, virologie, à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Et pour cette seconde partie, je l'ai dit, vous pouvez participer à cette émission en nous posant vos questions en direct. Nous ferons le plaisir de les relayer à nos deux spécialistes au plateau pour les réponses. Alors, je l'avais annoncé avant la pause, quelles sont les stratégies, les avancées en matière de thérapie? On va en parler peut-être le temps de prendre cette première question qui nous est arrivée. Salut mes chers docteurs. Alors la question nous vient du 92 92 38 30. 92 92 88 30. Alors pourquoi le Togo ne procède pas aux tests de localité en localité chaque jour? Est-ce que c'est le coût qui serait exorbitant? Deuxième question, pourquoi le Togo ne rend pas le port des masques obligatoire? 92 92 88 30. On va répondre à la première question. Pourquoi vous n'allez pas de localité en localité pour pratiquer des tests? Professeur Salou. Merci. Pour cet auditeur, nous voudrions dire que la stratégie de dépistage au niveau régional est en cours. Il faut faire l'acquisition d'équipements complémentaires. Vous savez qu'avant décembre 1999, nous n'avions pas de coronavirus dans le pays. Et à ce jour, le dépistage se fait au laboratoire de référence qui est à l'INH. L'Institut national... L'Institut national d'hygiène. Et une antenne va ouvrir dans 2 semaines à Kara. Mais dans l'approche de dépistage, toutes les régions sanitaires du Togo vont bénéficier d'une plateforme de dépistage. Et nous voulions même mettre à contribution les équipements utilisés pour le diagnostic de la tuberculose pour encore faciliter l'accès. Est-ce que ce n'est pas tardif? Nous sommes à 2 mois du déclenchement de la maladie. Non. Pour l'instant, les capacités même de réalisation de tests au niveau de l'INH n'étaient pas dépassées. Le gros inconvénient que nous avons, c'est le délai d'acheminement des prélèvements, par exemple, depuis les régions septentrionales vers Lomé. Et c'est cet inconfort-là que nous voulions résoudre en mettant à disposition les tests au niveau de chaque région. Pourquoi le Togo ne rend pas le port des masques obligatoires? Beaucoup de pays l'ont fait, au Niger, au Sénégal et autres. Pour rendre le port du masque obligatoire, tout d'abord, il faut s'assurer qu'il y a assez de masques. Et je sous-entends que le gouvernement est en train de réfléchir comment rendre disponibles ces masques en quantité suffisante. Maintenant, si on dit, tout le monde doit porter un masque et puis on cherche sur le marché, on ne trouve pas de masque. Les masques sont fabriqués maintenant de façon artisanale. Est-ce que chacun peut trouver un tissu et cacher son nez? Oui, parce que vous aviez posé une question il y a quelque temps. Je voulais intervenir sur l'occasion. Donc, chacun peut acheter un tissu et le transformer en masque. Mais tous les tissus, là, la façon dont le masque qui protège est fait, il faut suivre cette façon. Sinon, si je prends un tissu et puis je confectionne mon masque, et ce masque ne me protège pas, mais j'ai l'impression que ça me protège, ce n'est pas efficace. Professeur, caleçon déchiré est préférable aux fesses nues. Donc c'est pourquoi je ne refuse pas. Je suis d'accord pour qu'on utilise les masques fabriqués localement. Mais je répète et je le dis qu'il faut que ces masques fabriqués localement soient disponibles pour, disons, si nous sommes actuellement 8 millions d'habitants et que 5 ou 6 millions de personnes doivent le porter, je ne sais pas si actuellement il y a 4 ou 6 millions
de masques. Donc, je Beaucoup pense que le gouvernement est en train de beaucoup réfléchir. semble ne pas être... Oui, mais réflexion, ça fait 2 mois de réflexion. Professeur Salou, vous êtes proche du ministère. Pourquoi cette affaire de masque n'est pas encore... Oui, le professeur Kassankoyo l'a dit tantôt. Si vous rendez le port de masque obligatoire, cela suppose que ce masque est disponible. Et c'est l'occasion déjà de saluer les autorités pour les efforts consentis. Si vous avez suivi, l'approche, c'est déjà de rendre le port de masque obligatoire en milieu de soins. Mais je voudrais dire quelque chose qui est important, c'est que le monde entier se trouve confronté à une demande. Et le fournisseur n'est pas 1000. C'est la Chine qui vient de sortir et tous les gros pays, grands pays vont s'approvisionner de la Chine. Et c'est pour cela que je dis, il faut déjà saluer les autorités togolaises qui ont réussi à faire entrer, vous avez vu, les cargaisons d'équipements de protection individuelle qui sont arrivés. Et donc, pour la population, des initiatives sont en cours pour permettre aux citoyens, j'allais dire le plus faible économiquement, de pouvoir se protéger. Nous sommes en train, un travail a été fait avec la Chambre des métiers, avec Fayège et autres, où, comme l'a dit le professeur Kassankoyo, des modèles types de masques ont été proposés au conseil scientifique pour apprécier, juger de leur qualité. L'autre phase, c'est la production de ces masques. On va prendre une proposition du 90, 78, 63, 94. 90, 78, 63, 94, qui a une proposition pour vous. Il faut imposer aux femmes revendeuses de tchouk le matériel adéquat, c'est-à-dire des seaux de boissons munis de robinets interdits de servir avec des calebasses pour utiliser les bouteilles. Sinon, au nord Togo, ici, ce serait de l'hécatombe. Moi, je pense que c'est une bonne proposition, hein? Sauf que peut-être la personne qui a fait cette proposition n'a pas calculé le coût. Mais sinon, je trouve que c'est une bonne proposition que moi je vais noter, essayer d'aller un peu plus loin et voir si ces femmes qui peut-être vivent avec un certain montant, comment la communauté togolaise peut les aider. Quand je dis une femme, ce n'est pas une femme égale un lave-main, mais elles peuvent être regroupées et puis les aider. Je suis parfaitement d'accord. Je pense que le professeur Salou ne serait pas d'accord. Lui, il préférerait qu'on s'abstienne de prendre le tchouk durant cette pandémie-là. Non, pas cette approche, non. Je voudrais saluer la proposition de l'internaute et dire ce que le professeur Kassankoyo a dit, tout en faisant appel à notre élan de solidarité. Je pense que c'est l'occasion pour que les élus locaux, les natifs des différentes régions puissent mettre la main à la poche pour soutenir la lutte contre Covid-19. Ces femmes font beaucoup. À travers ce qu'elles revendent, elles aident énormément les familles. Il faut maintenant aider à lutter contre la propagation de Covid-19, par exemple en offrant des dispositifs de distribution qui permettent de sécuriser la consommation de ces boissons. Une autre proposition du 92-43, 48-43, 92-43, 48-43, tout en saluant les efforts du gouvernement dans la prévention du Covid-19, je propose que les 5000 hommes de la force anti-pandémie, en lieu et place du couvre-feu, soient déployés sur nos frontières, non seulement pour empêcher les entrées, mais aussi mettre au besoin ces entrants en quarantaine. Si rien n'est fait au niveau des frontières, nous finirons par être débordés de la gestion et la gestion serait chaotique. C'est en cela que les ressources, les mesures barrières peuvent être productives. Moi, je pense que il n'y a personne sur ce plateau qui peut répondre à cette question. Parce que vous n'avez pas invité quelqu'un du ministère de la Sécurité publique. Ben vous pouvez l'analyser, la proposition, parce qu'il semble dire que si on ne prend pas des mesures strictes pour surveiller les frontières, c'est un travail, on va dire, tous les efforts qui sont consentis seront atténués par les étrangers qui vont rentrer. C'est ce qu'il semble dire. Vous avez utilisé le mot seront atténués. Mais moi, personnellement, je sais que les efforts sont pris. Parce que quand nous faisons nos discussions au sein du département de la santé, je sais que le département de la santé est en rapport
avec le département de la sécurité et lui transmet ces éléments-là. Oui. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Bon, c'est là-bas que je dis que je ne suis pas du département, je ne peux pas répondre. Bon, on va rajouter la question du 91 04 87 65, 91 04 87 65 qui se demande s'il ne faut pas carrément interdire ces points de vente de tchoukoutchou qui favorisent des regroupements. Et est-ce qu'il a tort Oui, ce que nous demandons, il ne faut pas qu'il y ait d'attroupement. Mais si ces revendeuses de tchoukoutchou produisent leur bière locale à domicile et que les gens peuvent venir s'en procurer tout en respectant les mesures de distanciation sociale, pour nous, il n'y a pas d'inconvénient. Mais si cela devait être l'occasion pour favoriser ce que nous déconseillons, alors on pourrait mettre cette activité entre parenthèses le temps que Covid-19 soit derrière nous. Et je crois que pour ces revendeuses-là, des mesures ont été prises quand même pour aider pendant cette période difficile. Non, je vais dire un mot sur ça. Oui. Pour ces revendeurs de tchoukoutchou, moi personnellement, je pense que c'est là où la force Covid-19 là, peut intervenir. Et surtout au cas par cas. C'est-à-dire que si on regarde qu'il y a une revendeuse de tchoukoutchou, il y a beaucoup de personnes tout autour et elles n'appliquent pas. Bon, il y a la persuasion. On peut le dire ferme aujourd'hui et pendant 3 jours, on va voir. Si après tu appliques, on te laisse faire ton commerce. Voilà ce que moi je pense que ça peut être utile. 96 51 30 30 96 51 30 30. Dépistage massif et strict, respect des mesures barrières, c'est ce qui permet d'arriver au bout de Covid-19. Je ne suis pas sûr qu'au bout de 2 semaines, on puisse y arriver sans dépistage massif. Actuellement, on teste environ moins de 300 personnes par jour. Il doit être bon mathématicien, notre téléspectateur. Les 300 fois 15, ça fait 6 000. 6 000 n'étant même pas le 10e de la population togolaise. Enfin, même pas le 10e. 1 sur 1000. Combien coûte un kit de test Covid-19 à l'État togolais? Au bout de quelle durée le résultat est-il disponible? Pourquoi ne pas aller vers un dépistage massif? Professeur Salou? Tu donnes le coup là surtout. J'ai dit tout à l'heure que le Togo envisage aller vers le dépistage massif. Une première étude pilote qui concerne 800 sur Lomé est en cours en ce moment. Les résultats nous permettraient d'ajuster pour une étude sur 5000 qui est en train d'être finalisée. Pour ce qui est du coût, je ne saurais vous donner le coût puisque pour l'instant, les tests que nous avons, que nous utilisons, sont des tests que nous avons eus en don. Mais le Togo a commandé des tests. Pour certains, sont en train d'être livrés, mais je ne peux pas ici vous donner le coût. Je ne pense pas que le coût soit le facteur limitant. Ce que nous avions au début comme problème, c'était la disponibilité de ce que nous appelons les plateformes, les équipements, pour pouvoir des enceintes d'inactivation du virus. Parce que nous avons des équipements dans chaque région où nous travaillons déjà sur le VIH, sur la tuberculose, et ces équipements-là peuvent être mutualisés pour Covid-19. Cela nous permettrait d'augmenter nos capacités en termes de tests réalisés par jour. Je voudrais dire un mot sur ça. Ouais. En fait, le professeur Salou a dit le Togo s'apprête à faire des tests sur une plus grande superficie de notre territoire, donc ce qui va couvrir l'ensemble de notre territoire. Mais ça ne va pas être un dépistage massif comme le propose. Mais en fonction des résultats de ce test-là, on va trouver que peut-être il y a dans certaines zones-là des cas. Et là-bas, on fera ce qu'on appelle le dépistage massif pour retrouver tout le monde. Merci beaucoup. 92 06 28 80. 92 06 28 80. Alors pourquoi chez nous, ici au Togo, on ne voit pas sur nos chaînes les témoignages des personnes guéries de Covid-19, alors que vous vous plaignez que les patients testés positifs résistent un peu avant de rejoindre le CHR, le Centre hospitalier régional de Lomé commune, puisque je me dis que les témoignages des personnes guéries pourraient être un stimulant et un signe de sensibilisation. C'est vrai que nous avons fait des tentatives
pour avoir des témoignages de personnes guéries, de tentatives infructueuses pour le moment. Professeur Kassankoli. Bon, si vous voyez, peut-être la personne qui a envoyé ce message est un peu jeune. Quand le sida était arrivé, pour arriver au témoignage, là, c'était difficile. Dès qu'une personne fait un témoignage, ce qu'on dit à visage découvert, le lendemain, c'est toute une stigmatisation. Donc, nous ne savons pas pour le moment si des gens qui sont guéris font ce témoignage-là, est-ce qu'elles seront en stigmatisation, oui ou non? Donc, il y a des sociologues qui sont en train de réfléchir pour savoir si on pourra le faire. Est-ce que c'est incessamment ou bien est-ce qu'il faut une préparation? Voilà ce que je peux dire sur ce. Professeur Salou. Oui, le professeur Kassakonyo a répondu. C'est à l'image de ce qui s'est passé avec le VIH-Sida. Et la semaine dernière, nous avons travaillé avec des gens sociologues où il va falloir faire un counseling au niveau des personnes, avant même de réaliser le test et même pour le rendu du résultat. Parce qu'il n'est pas à ignorer que certains de nos concitoyens actuellement vivent avec un déni de la maladie. Parce que Covid-19, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Je peux vous dire, dans les premiers jours, lorsqu'on allait réaliser le dépistage à domicile pour aller faire le prélèvement chez certaines personnes, surtout celles revenues de voyage, tout ce qu'il y avait comme stigmatisation au niveau de la maison où on est venu dépister les gens en disant « Oh, il y a un cas dans cette maison ». À plus forte raison, les individus dépistés positifs qui sont guéris sans séquelles, vous allez venir les présenter à la télé à visage découvert. Cela peut être contre-productif. 91 62 16 67 91 62 16 67. Le Covid-19 n'est pas une maladie sexuellement transmissible pour revêtir un caractère honteux. Ainsi, comment comprendre que des citoyens se complaisent dans la non-dénonciation des cas suspects constatés ici et là? Est-ce à dire que les malades du Covid-19 sont vus sous un autre angle? Professeur Kassankoli. Je ne peux pas répondre. Qui travaille avec au niveau de la prise en charge des cas, cette personne pourra répondre. Mais ce que je sais, l'individu, de par sa nature, ne peut pas dire que moi, j'ai telle ou telle maladie. C'est ce que je peux répondre. Oui, le caractère contagieux de la maladie fait que l'individu qui est infecté, dans la conscience populaire, on devrait fuir cet individu-là. Vous devenez un peu comme la risée des uns et des autres. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais c'est une maladie hautement transmissible pour laquelle tout le monde a peur. Et lorsqu'on vous dit ceci est un danger, dans votre subconscient, vous voulez vous protéger, vous fuyez. Et puis je voulais dire, il faut ajouter que de par les médias, là, quand on écoute de par le monde qu'il y a tel nombre de morts par jour, etc., une personne qui est détectée positive, qui est à côté de vous, vous vous dites, ah, c'est la mort qu'elle peut me transmettre. Voilà. Donc c'est un problème. Pas dans le monde, au Togo aussi, pour publier les chiffres, notamment nécrologiques aussi. Est-ce que, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas commencer par arrêter ces publications? Non, pourquoi arrêter? Bon. Il faut dire la vérité. Nous avons un devoir. Il faut dire la vérité à la population. Ce qui est important. Mais les décès liés au paludisme ne sont pas publiés. Oui, les efforts faits par le gouvernement, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Le gros travail que nous avons au niveau du ministère de la Santé en ce moment, c'est de pouvoir bien documenter les cas de décès aussi, pour comprendre ce qui a pu bien se passer. Parce que de temps à autre, vous avez des facteurs associés. 91 95 77 67 91 95 77 67. Chaque soir, les bars sont remplis. Les places des tchouks sont pleines. Aucune mesure n'est appliquée par les buveurs. Dites-nous, est-ce que le mal ne viendra pas de ce côté-là? Professeur. Bon, c'est une répétition d'une question qu'on a déjà eue déjà. Bon, on peut se dire que le mal vient de là, peut venir de là, ou bien va venir de là. Bon,
quand on dit chaque soir, les plages de Tchoukoutou sont remplies, bon, la personne peut peut-être mieux documenter, hein, ça peut être utile pour vous, pour d'autres séances là, et voir si la distanciation de 1 mètre est respectée, s'il y a le port de masque est respecté, etc. Et elle peut verser le dossier au niveau du ministère de la Santé où moi je suis, ou bien à n'importe quel, pour que ça puisse aller à qui de droit. C'est ce que je peux dire. Donc peut-être que moi je voudrais compléter, c'est que cet internaute pourrait aider, parce que il y a la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Pour ces usagers de ces lieux, il faudrait qu'on les sensibilise pour leur dire davantage le risque qu'ils courent. Parce que tant qu'il n'y a eu aucun cas à cet endroit, on aurait l'impression que ce que nous disons à longueur de journée ne sert à rien. Mais le jour où un seul cas va passer par là, c'est tous les usagers de ce bar qui vont probablement être contaminés. Et l'autre chose, donc, c'est de renforcer la sensibilisation auprès des uns et des autres pour qu'ils comprennent que le mal est réel et que nul n'est à l'abri. Et toutes les mesures qui ont été édictées, c'est l'occasion encore pour demander aux uns et aux autres de les respecter, de les mettre en pratique. 91 09 77 77, je reste avec vous, professeur Salou. 91 09 77 77. Alors, quasiment plus d'un mois après l'hécatombe que prédisait l'OMS, tarde à avoir lieu comparativement à la même période en Europe ou aux USA, où on a assisté à des corps des victimes du Covid-19 qui jonchaient les sols des hôpitaux, malheureusement. Alors, n'étant pas scientifique et au vu du bilan actuel des décès en Afrique dans cette guerre sanitaire, certains comme moi se posent la question à comprendre les raisons réelles qui ont motivé la sortie qu'on peut, n'est-ce pas, qualifier d'incendiaire de l'Organisation mondiale de la santé qui appelait l'Afrique à s'attendre au pire. Alors, peut-être, oui, mais il me semble que finalement, l'habit vous conviendrait mieux qu'au professeur Salou. Merci beaucoup. En tant qu'ancien fonctionnaire de l'OMS. Oui, merci beaucoup. Je peux d'abord dire Dieu merci que l'hécatombe ne soit pas encore arrivé. On remercie vraiment sur ce point de Dieu. Mais également, on remercie tous ceux qui ont travaillé depuis le plus haut niveau en prenant certaines mesures pour que jusqu'à présent, l'hécatombe là ne soit pas arrivé ou que ça n'arrive jamais. Ça, c'est ma première intervention. Maintenant, ma deuxième intervention, c'est basée sur mon expérience. Pendant longtemps, j'ai été un médecin clinicien, c'est-à-dire je soignais les malades. Après, je suis devenu un médecin de santé publique, c'est-à-dire je m'occupe de la santé publique. Et ce que j'ai constaté pour l'Africain, parce que j'ai été un représentant de l'OMS dans beaucoup de pays africains. Donc pour l'Africain, mais également le Togolais étant un Africain, c'est quand il y a danger immédiat et il sent que ça le concerne qu'il prend action. Je ne sais pas si c'est cette mesure qui a guidé l'OMS à dire attention, si vous pensez qu'il n'y a pas de danger immédiat dans l'avenir et que vous faites ce que vous voulez, vous risquez d'arriver à ce danger ou quoi, c'est ce que je peux dire. Voilà ce que je peux dire. Oui, pour aller dans la même lancée, je vais vous faire rire un peu. Dans nos contrées, en tout cas, un adage de chez moi qui dit « La guerre dont est prévenu le paralytique ne l'atteint pas ». L'OMS, connaissant les conditions africaines, comme l'a dit le professeur Kansankoyo, a voulu rapidement alerter. Et moi aussi, je reviendrai, c'est l'occasion de remercier les autorités qui, très tôt, ont pris des dispositions pour que l'histoire naturelle de cette maladie, je reviens, n'ait pas pu se produire dans notre contrée. Tous les pays africains, à l'unanimité, ont rapidement pris des mesures, soit de confinement partiel, soit pour certains même de confinement total, pour éviter... Vous parlez des autorités, mais le téléspectateur lui parle de climat. Est-ce que le climat subsaharien a-t-il été plus ou moins un atout pour les Africains dans la lutte contre la pandémie ? Ce qu'on pourrait dire, les caractéristiques des populations ne sont pas les mêmes et l'environnement n'est pas le même. En Europe, par exemple, la population, quand vous regardez la pyramide sanitaire, les âges les plus élevés sont les plus représentés. En Afrique, la population est plus jeune et en plus, en zone intertropicale,
il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Je pense que le temps nous dira si ces facteurs-là jouent sur la transmission du virus et sur sa résistance dans l'air ambiant. Et pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour tirer des conclusions actives. En tout cas, en Afrique, les conséquences de l'épidémie du coronavirus se font sentir. Distribution de vivres, industrie touristique à l'arrêt, les conséquences économiques et sociales de l'épidémie du coronavirus se font durement sentir sur le continent noir. Les conséquences économiques et sociales de l'épidémie de coronavirus se font sentir durement en Afrique. Effet sur l'économie, comme ici, au poste frontière de Malaba, entre le Kenya et l'Ouganda. Des camions de marchandises et de longs embouteillages. Les chauffeurs doivent se soumettre au dépistage sanitaire rigoureux pour stopper la propagation du virus. En Afrique du Sud, c'est le secteur touristique qui est durement touché par le confinement. La décision prise le 27 mars par le président Cyril Ramaphosa de mettre fin à tous les voyages non essentiels et de fermer les frontières a eu des effets directs. Des gîtes du parc national de Kruger sont sans clients et prévoient de lourdes pertes financières. Je pense que si les choses ne reviennent pas à la normale dans les 3 prochains mois, nous devrons commencer à prendre des décisions et commencer à fermer les portes et voir quelles sources de revenus alternatives nous pouvons peut-être trouver. L'absence de touristes ne dissuade pas les braconniers, qui restent toujours actifs, forçant les rangers à redoubler d'efforts pendant cette période de confinement. Dans la réserve de Baloulé, en bordure du parc Kruger, les rangers sillonnent le terrain, au sol comme dans les airs. À cette époque de l'année, normalement, il y a du monde dans la réserve. Pas forcément des spécialistes de la lutte contre le braconnage, mais ce sont des yeux et des oreilles qui voient et entendent des choses, comme des empreintes par exemple. Là, ils ne sont plus là, donc on doit être beaucoup plus proactif qu'on ne l'était avant. Vaste opération de distribution de vivres pour les ménages les plus démunis cette semaine au Sénégal. Près de la moitié des 16 millions d'habitants du pays devraient recevoir cette aide gouvernementale en nature dans les prochains jours. Riz, savon, sucre ou huile, des produits de première nécessité pour affronter le nouveau coronavirus. C'est un grand soulagement parce que un père de famille qui ne travaille plus correctement, il est au travail de 8h à 15h à peu près. Donc cette aide va le soulager. Permettre à la population de travailler et se nourrir, c'est la raison pour laquelle le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a annoncé un allègement du confinement dans les villes principales du pays à partir du 4 mai prochain. L'annonce a été reçue favorablement dans les rues de Lagos. Pour certains, même si la peur du virus est bien présente, le confinement ne pourra jamais fonctionner si le gouvernement ne vient pas en aide à la population. S'ils découvrent que le nombre de cas augmente, ils peuvent remettre en place un confinement strict où tout le monde sera à la maison. Mais laissez-nous un peu de répit et on verra si ça marche. À Madagascar, policiers et gendarmes ont commencé à sanctionner les habitants qui ne portent pas de masque dans les rues des 3 plus grandes villes du pays depuis la fin du confinement le 20 avril. Les contrevenants se voient infliger des sanctions sous la forme de travaux d'intérêt généraux comme le nettoyage des rues. Je vais être prudent maintenant, porter un masque quand je sors dans la rue et me cacher quand je fume. L'épidémie n'a pas dissuadé le pouvoir burundais. La campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai a bien débuté lundi 27 avril. Les rassemblements géants ont montré à quel point les autorités négligeaient l'épidémie de nouveau coronavirus. Lors d'un meeting dans le centre du pays, le président sortant, Pierre Nkurunziza, qui ne se présente pas après 15 ans au pouvoir, a vanté aux militants les mérites de son héritier, le général Évariste Ndayishimiye.
Bain de foule également dans le Nord pour leur principal adversaire, le candidat du Conseil national pour la liberté, Agathon Rwasa. L'art contre la pandémie. Sur les murs de la ville marocaine de Salé, Hamza Keili peint des fresques rendant hommage aux différents corps de métier engagés dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Avec l'aide d'une association de quartier, il sensibilise les habitants au port du masque. Cette peinture murale est là pour remercier les autorités, les médecins, les professeurs, les agents d'entretien, la presse, ainsi que la société civile et les forces auxiliaires. 4289 cas de coronavirus ont été diagnostiqués au Maroc. Le continent africain, lui, totalise près de 35 900 cas depuis le début de l'épidémie. Donc, retour au plateau, j'avais promis qu'on parle de la thérapie, des avancées réalisées dans le domaine de la thérapie. On peut aborder la question à travers une question d'un téléspectateur qui est au 90 34 87 74. 90 34 87 74. Alors, il nous demande, la Guinée équatoriale vient de lancer une commande de Madagascar. Le Togo ne peut-il pas faire de même, puisque ce produit prévient et guérit le Covid-19 selon le président malgache? J'avais voulu avoir l'avis de l'ancien fonctionnaire de l'OMS. Professeur Salou? Oui. Ce que je voudrais... Est-ce que vous avez envie de commander le Covid organique? Je dis à nos compatriotes, c'est qu'il faut éviter tout ce qui est émotionnel. Je mesure mes mots. Il s'agit... Je suis pharmacien. Il s'agit de ce que nous appelons médicaments. Et un médicament a plusieurs propriétés. Vous choisissez une dedans pour en faire une indication. Le reste devient des effets indésirables. Et en ce qui concerne les médicaments, il y a quand même des vigilances, notamment la pharmacovigilance. On n'a pas suffisamment de recul pour savoir ce que ce médicament fait sur la population. Je n'ai aucune donnée qui me permette de sécuriser la prise de ce médicament. Donnons-nous un peu de temps. On n'est pas contre les solutions endogènes, contre les solutions africaines, mais voici une maladie nouvelle pour laquelle tout le monde fait des recherches. Mais justement, qu'est-ce que vous faites en matière de Covid organique? Est-ce que vous avez quelques échantillons que vous êtes en train de tester? Si c'était le cas, on aurait applaudi. Mais oui, bon, le problème, c'est qu'on attend Comul 19, je peux vous dire quelque chose. Comul 19 au sein de l'université, dans une sous-commission consacrée aux plantes médicinales, est en train de travailler. Il y a déjà 2 semaines où nous avons reçu les recettes des différents praticiens. Mais les chercheurs de l'université, dans notre modeste personne, travaillent sur des plantes. Nous avons des plantes identifiées de notre pharmacopée qui ont des propriétés immunostimulantes, des propriétés, comme on dit, antivirales, que nous, pour lesquelles des premiers résultats sont sortis des laboratoires. Mais passer à l'homme demande d'autres analyses. Nous sommes 7 à 8 millions de Togolais. Il ne s'agit pas d'avoir un produit pour 5-10 personnes. Oui, je parle de l'analyse du produit qui est en train de faire, comment on va dire, qui est en train d'être utilisé là-bas à Madagascar. Oui, l'artéméter, les dérivés de l'artémisinine, ce n'est pas nouveau pour nous. Vous allez à Thiévier, l'artémisinine, Artemisia annua est cultivée, utilisée pour le traitement du paludisme, avec des doses bien connues. Il s'agira tout simplement d'avoir ce que nous appelons des essais cliniques pour juger de l'efficacité de ces plantes. Dans le contexte d'une pandémie, est-ce qu'il Non, je tiens à rappeler que pour cette maladie, quand même 80% des personnes infectées guérissent spontanément. Il ne reste que 20%. Donc il faut mettre en place des modèles pour prouver l'efficacité des différents traitements qui sont mis en place. Justement, ça aussi, c'est un autre problème. Je vous relancerai là-dessus. Une maladie dont 80% de personnes guérissent spontanément. Est-ce qu'il faut faire tant de bruit autour? Professeur Kassankoli. Peut-être avant que le professeur Kassankoli, qui est santé publique, ne parle, moi je vais dire quelque chose que j'ai toujours gardé en médecine. Même si on dit le taux c'est 0,1% de décès dans la vie, quand le 0,1% a lieu dans votre famille, c'est 100%. Et donc l'objectif final... c'est qu'à côté, il y a d'autres maladies qui tuent massivement. Oui, mais dont on ne parle pas.
Cette maladie, vu le mode de propagation et les cas graves qui sont advenus, l'OMS a alerté tous les pays à l'échelle mondiale pour que des dispositions soient prises. Et je crois que c'est dans cette logique que nous sommes. Et vous avez à suffisance les preuves, les morts massives qu'il y a eu en Europe et aux États-Unis. Professeur? Moi, je pense que le professeur Salou a dit l'essentiel. Hein. C'est une maladie qui voyage trop. Donc, et rapidement. Donc, c'est ça qui a fait que on en parle. Même si 80% en guérissent sans aucun problème. Voilà ce que moi je peux retenir. Deuxièmement, quand cette maladie décide de faire des complications, elle fait des complications que nous appelons graves, mortelles. C'est à cause de ça. 91 05 11 54, 91 05 11 54. Le Togo ne peut-il pas faire un déconfinement partiel en permettant la rentrée des élèves qui préparent leur examen comme le Burkina Faso est en train de se préparer pour le faire? Professeur Salou. C'est des hypothèses. Le déconfinement partiel, je crois que des pays, même comme la Chine, lorsque le déconfinement a eu lieu, vous avez eu la résurgence de nouveaux cas. Ici aussi, je crois que le ministère en charge des enseignements primaires et secondaires devrait davantage analyser les différentes propositions. Peut-être à notre humble avis, il s'agira à court terme de rouvrir l'école en faisant respecter les mesures de distanciation sociale. Ce qui n'est peut-être pas évident dans les structures publiques où les effectifs, à mon avis, sont un peu élevés. Même dans le privé. Voilà. Peut-être il va falloir envisager la double vacation, alors que déjà dans le public, dans certaines structures, cette double vacation existe. Mais je ne suis pas spécialiste de la question. Je ne voudrais donc pas aller au-delà de cette première réaction que j'ai. Bon, si j'étais en charge de l'éducation, je ferais bien les recommandations du professeur Salou, à quelques exceptions près, peut-être tester pendant une première semaine ce qu'il vient de dire et voir qu'est-ce que ça donne. Le Japon l'a testé, mais le résultat a été décourageant. Il y a eu beaucoup de contamination après la reprise des classes. Voilà, donc ça dépend. Parce que moi, je n'essaie de dire qu'il faut qu'on tienne compte toujours des conditions locales de chaque pays. Donc on prend une semaine, on teste pour le Togo et puis on regarde. 98 40 59 59. 98 40 59 59. Alors j'aimerais vous demander si réellement ce virus, lui, il préfère l'appeler Covid-19, c'est Covid-19. Il demande si ce virus ne tue pas les gens en cachette et que vous n'arrivez pas à enregistrer ces décès. En tout cas, pour ma part, pour ce qui concerne le Togo, ce que nous vivons, ce que nous connaissons, c'est ce qui est rapporté. Et d'ailleurs, je dirais même certains de nos concitoyens qui peut-être par peur ont voulu se cacher et avec la sévérité de la maladie se sont retrouvés à l'hôpital, ils ont pu être dépistés. Pour certains, on n'a pas eu la chance même d'arriver à les hospitaliser parce que au diagnostic, avant même de commencer la prise en charge, ces personnes étaient décédées. 90 29 80 90, 90 29 80 90. Je doute fort de la discipline des Togolais. Les gens font semblant de respecter les mesures dites barrières. Faites seulement un tour aux agences de banque, à la CET, dans la compagnie d'électricité, à la poste, dans les marchés, vous comprendrez. C'est Séraphin qui nous écrit de Palibé. Merci beaucoup. Je prends ça comme une suggestion pour la force Covid-19 d'aider ces structures à appliquer les mesures de distanciation sociale. Moi, personnellement, quand je me déplace à travers la ville de Lomé, puisque moi je suis à Lomé, j'essaie de regarder. Et de temps en temps, quand je vois des gens qui n'appliquent pas ces mesures, je m'arrête
je leur donne des conseils. Mais des conseils sous forme que c'est toi, c'est ta vie que tu mets en danger. Si tu ne fais pas ça, la personne peut prendre, appliquer ou ne pas appliquer, mais c'est des conseils. Donc, je prends ça comme un conseil qu'on va transmettre à qui de droit. 97 02 94 52 97 02 94 52. Alors, vu que les cas asymptomatiques sont nombreux, pourquoi ne pas rendre les tests à Covid-19 à toute la population pour que chacun de nous connaisse son statut? Comme ça, on atteindra le pic et revenir sur nos activités tout en respectant les gestes barrières. Une deuxième question, pourquoi ne pas montrer les malades à l'hôpital à visage non découvert afin d'amener la population à prendre conscience de la maladie et respecter les mesures barrières? Professeur Salou, deuxième question, la première, on en a abondamment parlé. Oui, on en a. Donc, pourquoi ne pas tester tout le monde et que chacun de nous saura par rapport à cette maladie qui il est? Mais ce que je voudrais déjà dire, c'est pas parce qu'on vous a testé aujourd'hui que vous êtes négatif que c'est gagné. C'est le respect des mesures barrières qui est l'élément essentiel. Je peux être testé aujourd'hui, Dieu merci, je suis négatif, mais cela ne me donne pas droit à enfreindre aux règles éditées. Tester tout le monde, comme je l'ai dit en début de l'émission, cela fait partie de la vision des autorités. Mais il faut aller progressivement et en matière de stratégie, il faut mettre en place des stratégies qui soient efficaces. Nous avons voulu voir quel est le degré de pénétration du virus, quelles sont les populations à risque dans lesquelles cette maladie est beaucoup plus représentée pour faire plus efficace. Et la deuxième question, pourquoi ne pas montrer des malades à visage non découvert au centre CHR Lomé Commune là? C'est une suggestion pour moi. On va la remonter au niveau de droit. Oui, acquis de droit. 90 27 96 03 90 27 96 03. Pourquoi le Togo ne s'intéresse pas aux produits de Madagascar qui est très efficace, qui est prouvé par les résultats des guéris et 0 mort dans le pays? Bon, je pense que le professeur Salou a déjà répondu à cette question il y a quelques minutes. Peut-être que l'auditeur n'était pas... Mais Madagascar compte 0 mort. Ça veut dire que dans une certaine mesure, ce produit-là a quand même son effet. Bon, je ne mets pas en doute les données de Madagascar. Parce qu'on ne nous a pas dit si tous ces 0 morts, c'est lié au fait qu'ils ont pris le produit. Maintenant, ce que le professeur Salou a dit, que je voulais peut-être, sur lequel je voulais revenir, probablement que le produit est efficace. Mais quels sont ces effets secondaires qui peuvent être graves? Comme le produit a été fait dans l'urgence là, probablement on ne le sait pas. Est-ce que les effets secondaires par rapport aux effets bénéfiques attendus au Togo seraient supérieurs? On ne sait pas. Et comme on l'a dit plus tôt, s'il y a quelques échantillons pour tester, Madagascar teste davantage et puis peut-être on pourra prendre. C'est fini. Encore 2 questions, on va conclure cette émission. 226 65 03 77 30, ça vient du Burkina. 226 65 03 77 30. Alors, le confinement est-il la solution en Afrique, hein? Vous nous faites confiner pour attendre toujours les remèdes provenant des Occidentaux, hein. Si c'est le cas, apprenez-nous à nous familiariser avec le Covid-19. Il y va sans cache-nez, hein. Le confinement est-il la solution? Le confinement absolu, eu égard aux caractéristiques de nos populations, où beaucoup d'entre nous vivent au jour le jour, en tout cas sur le plan de la survie, semble être quelque chose de très difficile. Mais en même temps, ce confinement permet de soustraire la population du virus. Et ce que je voudrais dire, nous sommes dans l'étude pilote que nous sommes en train de faire. D'ici au 15 mai, les résultats vont être communiqués. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avantages à confiner nos populations, même si cela est assorti, j'allais dire, d'impact négatif.
90 01 34 06. 90 01 34 06. Alors, je voudrais savoir le rôle que joue l'équipe des médecins venus du Cuba. Ont-ils une spécialité dans la lutte contre... dans la lutte que les nôtres n'ont pas, ou sont-ils juste venus appuyer les médecins togolais? Professeur Salou. Oui. Professeur Salou. Oui. Les médecins cubains sont arrivés au Togo dans le cadre de la collaboration entre deux pays, le Togo et Cuba. Non pas parce que les spécialistes togolais ont une incompétence, non, pas du tout, mais surtout, c'est pour le partage d'expérience, l'échange. Vous savez, là où vous avez un échange, un brassage, cela aboutit à faire émerger ce qui est plus intéressant. Un peu comme quand nous voulons faire les cultures, vous voyez, même le croisement des espèces en termes, prenez une espèce de tel chien croisé avec tel, à la descendance, vous avez un chien de race beaucoup plus intéressant. C'est dans l'échange surtout. Bon, sur ce point, ce que je sais, c'est que du temps d'Ebola, les médecins cubains ont eu beaucoup d'expérience. Donc, c'est l'occasion de partager, comme c'est une maladie nouvelle, de partager leur expérience avec nous. Et moi, je sous-entends qu'après cette crise, nous aurons eu assez d'expérience pour non seulement traiter les cas en rapport avec Covid-19, mais également avec d'autres maladies où il y a nécessité d'utilisation de respirateurs. On va conclure en 30 secondes. Professeur Salou, quelles sont les consignes pour la suite des événements? Les mêmes consignes ou il y a quelque chose de nouveau? Non, c'est les mêmes consignes, mais beaucoup de discipline. Lorsqu'on écoute nos concitoyens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de relâchement. Le mal est là. Faisons l'effort sur nous-mêmes de respecter les règles édictées. Merci. Professeur Kassankoli? Même consigne, maintenant je dirais qu'avec l'expérience qu'on a eue dans le mot là, il faut qu'on regarde aussi davantage au niveau de nos préfectures. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Vigilance à l'intérieur du pays. C'est sur cette note que nous allons nous séparer. Merci de votre aimable attention. Vous avez été très très nombreux à nous envoyer vos questions à travers nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter. Nous allons programmer d'autres rendez-vous. N'oubliez pas, tous les jours, à 21h, vos questions, vos différentes questions sur le Covid-19 sont traitées par un spécialiste tous les jours à 21h UTC. Rendez-vous donc lundi. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne préférée New World Info. À très bientôt.